Seul Bandeau Express, présenté par le 450.fm. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on explore une rencontre assez singulière, je dirais. Celle entre la franc-maçonnerie et les traditions spirituelles autochtones. On se base sur un article de 450.fm. Ça raconte une cérémonie de Sweat Lodge, une hutte de sudation, vécue par des membres de la loge La Clé d'Iram. Oui, une loge de perfection, donc des hauts grades écossais, affiliés au Suprême Conseil du Québec. C'est intéressant comme démarche. Absolument. Ça s'est passé fin mai, le 31, à Val-des-Monts, en Haute-Gatineau. Il y avait une vingtaine de participants, frères et sœurs maçons. D'accord. Et l'initiative venait du chef de la loge, Sylvain Paquette, qui parlait d'une immersion opérative et symbolique. Opérative et symbolique, c'est bien ça. OK. Déballons ça un peu. Qu'est-ce que c'est exactement une hutte de sudation? Alors, la hutte de sudation, ou Sweat Lodge, c'est une cérémonie autochtone ancestrale, vraiment ancienne. Son but principal, c'est la purification. Il faut imaginer une petite structure basse, souvent ronde, Oui. faite avec des branches recouvertes. Ça représente le ventre de la terre-mère, en fait. Ah d'accord, le symbolisme est fort dès le départ. Très fort. À l'intérieur, on apporte des pierres qui ont été chauffées à blanc dans un feu sacré à l'extérieur. On verse de l'eau dessus et ça crée une vapeur intense. Très chaude, très humide. J'imagine. Et le but, c'est de purifier. Le corps, bien sûr, mais aussi l'esprit, l'âme. Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment la profondeur du rituel. Chaque étape, souvent il y en a 4, liées aux directions sacrées, c'est un moment de prière, de chant. Avec des instruments. Oui, et souvent, le tambour accompagne pour aider à entrer dans un état presque de transe, disons. C'est vécu comme une mort symbolique de l'ego pour pouvoir renaître ensuite. Une renaissance. Intéressant. Et qui guidait cette cérémonie? L'article mentionne Luce Bélanger. Oui, absolument. Luce Bélanger, c'est une femme métissée, d'origine algonquine et européenne. Elle est reconnue comme une aînée, une gardienne de tradition. Elle a fondé le Centre des 4 directions. Son rôle était donc crucial. Essentiel. L'article dit qu'elle a mené ça avec douceur, puissance et bienveillance. C'est elle qui tenait l'espace, quoi. D'accord. Et avant d'entrer dans la hutte, il y a eu des échanges, des préparations? Tout à fait. Il y a eu des discussions sur les traditions des Premières Nations, les 4 directions, l'importance des ancêtres, le feu sacré, la roue de médecine, des concepts fondamentaux. Et c'est là qu'on a commencé à tisser des liens avec la maçonnerie. Exactement. Si on relie ça à la vue d'ensemble, c'est là que les ponts symboliques ont été explorés. On a parlé, d'après l'article, de certaines hypothèses historiques, bon, parfois controversées, hein. Comme quoi, par exemple? L'idée d'une présence templière en Amérique avant Colombe ou la légende d'Henri Sinclair et son lien supposé avec la maçonnerie écossaise. Des sujets connus dans certains milieux. Voilà. Mais ce qui semble avoir vraiment marqué les esprits, c'est l'évocation de la prophétie des 7 feux. Ah oui, la prophétie Anishinaabe. C'est ça. Elle décrit les grandes étapes de l'histoire autochtone, y compris le contact avec les Européens, et une interprétation assez spécifique a été mentionnée. Laquelle? Celle qui lie le 8e feu, qui symbolise la conscience retrouvée, la guérison au rôle que pourraient jouer les francs-maçons d'une obédience particulière, la Grande Loge Aeni du Canada. Aeni pour Ancient Native Indigenous. Précisément. Donc on voit une recherche de sens, de connexion entre des chemins spirituels différents. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Et l'expérience elle-même, dans la hutte, comment ça s'est vécu? L'article parle de 4 portes. C'est quoi ces portes? Les portes, ce sont les étapes de la cérémonie, souvent 4, liées aux 4 directions. Entre chaque porte, on ouvre brièvement la hutte. D'accord. Donc il y a des cycles? Oui. Et à l'intérieur, c'est intense. La chaleur, l'obscurité quasi totale, les chants qui résonnent. Il y a aussi des offrandes, du tabac, de la sauge, de l'eau qu'on partage ou qu'on verse sur les pierres. Et les témoignages indirects rapportés, ça dit quoi? Ça parle d'expériences fortes, de purification émotionnelle profonde, de moments de quasi-quête de vision, de reconnexion spirituelle intense. La citation clé de l'article, c'est « La sueur a lavé bien plus que le corps, elle a libéré l'esprit ». Ça résume bien. Puissant. Et quand on regarde ça, quelles sont les convergences qu'on peut voir entre la démarche maçonnique et ses spiritualités autochtones? Il y en a plusieurs en fait. Déjà, l'idée d'une transmission initiatique, par degré en maçonnerie, par cercle ou étape dans ces traditions. Oui, le cheminement progressif. Exactement. Il y a aussi le respect des anciens, des ancêtres, qui est central des deux côtés, même si exprimé différemment.
La symbolique aussi, peut-être? Ah oui, énormément. Le cercle, le feu sacré, les directions cardinales, les éléments, ce sont des symboles très présents et très riches dans les deux univers. Une quête commune, alors? On peut le voir comme ça. Une quête d'équilibre, de vérité, de sagesse. Une recherche pour devenir ce que l'article appelle un être debout, intègre, aligné. Ceci soulève une question importante, non? Sur la nature de ces quêtes. Tout à fait. Comment des traditions si distinctes peuvent-elles se faire écho sur des points aussi fondamentaux? Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Qu'est-ce qu'on retient? Apparemment, l'expérience a été assez marquante pour que la loge La Clé d'Hiram envisage de la refaire à l'automne. Oui, ça montre une volonté claire de cet atelier, de ne pas rester uniquement dans le symbolisme théorique. C'est une démarche pour vivre les enseignements, se confronter à soi-même d'une manière plus directe, plus opérative, comme ils disent. Une maçonnerie qui cherche à intégrer l'expérience vécue. Exactement. Et ça ouvre une perspective plus large, je trouve. Au-delà de cet événement spécifique, qu'est-ce que cet intérêt croissant pour le dialogue entre traditions nous dit sur l'évolution d'institutions comme la franc-maçonnerie? C'est une bonne question. On peut se demander comment l'intégration, ou même juste le dialogue respectueux avec des pratiques comme celle des Premières Nations, pourrait influencer, enrichir, voire transformer le symbolisme et les rituels maçonniques de demain. Une forme d'évolution, de vitalité. Peut-être. C'est une réflexion sur la capacité des traditions à rester pertinentes, à s'adapter, à dialoguer avec le monde actuel. Une piste intéressante en tout cas. Certainement. Une belle matière à réflexion. Pour soutenir notre travail et accéder à plus de contenu, abonnez-vous à notre page Patreon sur patreon.com/sous le bandeau.